Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Vincent. Vincent, c'est son nom d'artiste. Et cet artiste présente à Lens, on va dire une exposition monumentale tout au long d'un parcours qui va de la mairie de Lens au Louvre-Lens. Vincent, bonjour. Bonjour. Donc cette exposition qui a déjà quelques mois de présentation au public, va se prolonger pendant encore un an. Donc l'occasion pour le public lensois et les gens qui viennent de l'extérieur, avec notamment le Louvre qui attire de plus en plus de touristes. Donc l'occasion de connaître, de comprendre votre œuvre, une œuvre monumentale qui est présentée donc dans les rues. Comment on pourrait définir ces œuvres? Alors ce sont des œuvres en métal la plupart du temps. Oui, là, sont en métal, différentes sortes de métaux. Il y a du corten qui est un mélange d'acier et de cuivre. Il y a de l'inox et de l'acier noir. C'est l'acier courant. Donc ces matériaux, bon, c'est votre matière de travail. L'idée, c'est de permettre de représenter des choses qui vous sont chères. Donc, on va dire deux grands univers. La mine, bien sûr, et aussi peut-être votre histoire personnelle. Mon histoire personnelle, pas trop. C'est plutôt... oui, dans le sens que c'est ce que j'ai appris dans mon enfance, puisque je suis né ici. Mais disons que ça est plus basé sur l'histoire de mon père et ce qu'il y a de commun avec tous les mineurs qui ont travaillé ici, entre les mineurs qui sont venus d'étrangers, les mineurs qui sont nés ici. Ça a rapport avec tout ce qu'il y a autour de la mine, sauf la mine. Disons que c'est vu par un enfant qui entend son père raconter comment il est arrivé à travailler dans la mine, quoi. Donc ce rapport entre votre père et la mine, il s'est précisé au fil du temps et vous avez découvert assez tard finalement tout ce que la mine a apporté en bon et en mauvais peut-être à votre père. C'est-à-dire qu'avant, on ne se posait pas la question. Que, je veux dire, quand on est gamin, on va jouer dans les bois, dans la cour. On ne se pose pas la question qu'on habite dans une région de mine. C'est après qu'on se rend compte qu'on habite dans une région de mine. Pour moi, un métier, c'était mineur. Il y avait le boulanger, il y avait le mineur, il y avait le menuisier, le maçon. Voilà, c'est ce que je connaissais. Et le monde, pour moi, c'était ça. Alors, ce qui vous a marqué, c'est le moment où votre père vous a expliqué, comme il était émigré, italien, hein, c'est ça, comment il a été en fait accueilli, entre guillemets, dans la mine, comment s'est faite son intégration. Un moment un peu difficile. C'est-à-dire que c'est un grand changement. Une chose que je me suis rendu compte plus tard, c'est qu'en fait, la plupart des immigrants venaient d'un monde agricole, donc ils ne connaissaient pas l'industrie. Et là, ils se confrontent à des grands magasins, à des produits emballés. Par exemple, le sel est emballé, eux, ils ramassaient des cailloux, des roches de sel. Donc c'est tout un monde où ils arrivent sur une autre planète, quoi. Alors, vous avez expliqué lors de la présentation à la mairie de Lens de votre œuvre que la première fois que votre père est allé à la mine, qu'il est descendu à la fosse, il ne savait pas trop comment organiser son repas. Oui, ça veut dire qu'on lui disait qu'il fallait ramener un briquet, mais un briquet, il ne savait pas ce que c'était un briquet. Donc il parlait à peine français. Donc tout ce qu'il pouvait comprendre, c'était peut-être quelque chose pour allumer une cigarette, mais il ne fume pas. On lui avait bien dit donc il faut qu'il ramène son repas. Donc c'était mes sœurs qui se disputaient pour faire le briquet de mon père. Donc c'était chacun son tour. Il fallait qu'elle fasse le briquet. Enfin, pour elle, c'était une joie de faire ça, quoi. Donc votre père était italien, de quelle région d'Italie? De la Sicile, du centre de la Sicile. Beaucoup de Siciliens sont venus travailler en France, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ben, je suis mal placé pour vous le dire, parce que moi je pensais qu'il n'y avait que des Siciliens. Puisque quand j'étais petit, j'étais entouré de Siciliens. Donc je savais qu'il y avait des Siciliens et des Polonais. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres nationalités. Donc moi je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais ce n'était pas la plus grande portion. Je pense que c'est les Polonais qui avaient de plus, à l'époque.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la connaissance de la mine de la part de votre père a été transmise assez longtemps après. Vous l'avez questionné sur son passé, quand il était déjà âgé. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur la connaissance de votre père et de là, est-ce que ça a amené quelque chose à votre travail d'artiste ? Moi, il y avait toujours une chose que j'avais jamais compris. C'est pourquoi il était parti d'Italie pour venir dans le nord de la France. Je veux dire, dans quel but? Pour aller travailler dans la mine en plus? Parce qu'il me disait que lui était paysan, donc là je comprenais pas. Et là, pour la première fois, quand il avait 85 ans, il a commencé à me parler et me dire pourquoi il est parti. Ce qu'il espérait, comment il est venu ici, ce qu'il attendait, ce qu'il a reçu, les gens qu'il a rencontrés. Donc après, je me suis rendu compte que je l'avais toujours mal jugé, mon père. Mal juger mon père, comme j'imagine la plupart des jeunes jugent mal leurs parents, c'est normal, puisque on n'est pas d'accord, on est en rébellion, on fait... Et puis d'un seul coup, là, c'est... Après 30 ans que j'étais parti de France, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'acceptais mon père à 100%, comme il était, et que j'étais vraiment un petit enfant stupide qui ne comprenait pas ses parents, en fait. Et donc les œuvres qui sont présentées à Lens, c'est vrai qu'elles ont un côté monumental, bien sûr. Le rapport à la mine, on peut le faire assez vite. Par contre, vous y mettez beaucoup de cette relation à votre père. Alors c'est peut-être un code entre vous et lui, pas forcément accessible au public, mais est-ce qu'on peut donner quelques exemples ? Quand je travaille... Une grande partie, c'est de l'inconscient. Quand je dis de l'inconscient, ça ne veut pas dire oh, il est inconscient, il a fait quelque chose sans s'en rendre compte, c'est pas ça. C'est l'inconscient, moi j'ai toujours cru qu'il y a quelque chose au-dessus de la conscience normale. C'est-à-dire on se fait confiance et il y a comme un super gros ordinateur qui a vu plein de choses que consciemment on n'a pas vues. Donc quand je travaille dans la sculpture, c'est cette partie-là qui est la plus importante. Mais une fois que la sculpture est faite, là, je me rends compte d'où vient chaque élément. Alors que quand je la réalise, j'ai pas conscience de telle forme, ça vient de telle chose. Non, c'est une fois que c'est réalisé, c'est là que je me rends compte d'où ça vient. Mais il faut que l'œuvre soit faite, il faut qu'il y ait du matériel devant, quelque chose à quoi se confronter pour se rendre compte d'où ça vient. Bien sûr, ça, c'est mon histoire. Là, c'est mon histoire personnelle. Mais c'est pas important de savoir ça. J'aimerais bien qu'on voit ce qu'il y a là comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose qu'on connaît pas. Ça veut dire si on s'en va au Mexique, on voit un groupe de musique et on s'approche et puis on se dit tiens, j'aime ça, on écoute et puis on se dit ça m'intéresse pas, je passe à côté. Et ça affectera pas les musiciens. Les musiciens vont jouer. Et c'est quelque chose de neuf, comme un enfant qui regarde, il apprend tout le temps, il regarde quelque chose de neuf. Donc on n'est pas obligé d'aimer, de ne pas aimer, ça n'a aucun sens pour moi. C'est simplement que c'est là, ça peut étonner, on regarde. Si on est toujours étonné, on se déplace, on va autour. Il n'y a pas un sens caché ou quelque chose, il faudra avoir une explication. Bien sûr, je donne des explications parce qu'on me les demande, mais j'ai toujours conscience que les explications n'expliquent rien. Donc ces œuvres sont présentées depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que vous avez un retour du public ? Est-ce qu'on confie des émotions ou des réactions particulières ? C'est assez spécial parce que c'est rare que quelqu'un vienne vous voir et vous dire « j'aime pas du tout ce que vous faites ». Donc moi, mon retour en général est positif. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas s'intéresser à ça. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que le jour où on va les retirer, quand on va retirer les 26 sculptures monumentales qui représentent une cinquantaine d'éléments, ça va faire un vide. Et ça, tout le monde va le ressentir. Ceux qui aimaient, ceux qui n'aimaient pas, ils vont le ressentir. Parce que la sculpture occupe une place dans l'espace plus grande que sa place réelle. Et ça va faire un manque. Comme quand on est avec des gens, on peut se disputer, mais quand ça fait un an qu'on est avec la même personne et puis que la personne n'est plus là, ça fait un vide. Alors, est-ce que c'est un vide positif, un vide négatif, ça c'est selon le ressenti de chacun, mais
ça fait un vide. Donc effectivement, ces sculptures sont imposantes, on va dire entre 1 mètre et 2 mètres, peut-être plus, je ne sais pas. 5,50 mètres. Ah, quand même. Et donc, elles ont été mises en place dans un sens, on va dire, de la mairie au Louvre, mais aussi par le quartier de la Gare, la rue qui remonte vers Bollard. Est-ce qu'il y a dans cet alignement, en quelque sorte, une progression, et une progression vers quoi ? Non, j'ai pas mis l'idée de progression, c'est-à-dire, j'imagine que vous voulez dire, j'ai mis un classement par ce que j'aimais le plus pour arriver au Louvre, ou par grandeur, ou par thème. Non, ça a simplement été mis en priorité par rapport à l'espace. Donc après, il y a le problème de la sécurité. Donc il y a quelqu'un de la sécurité de la ville de Lens qui est là pour me dire il faut laisser tant d'espace par ici pour que les pompiers puissent passer. Ça, on ne peut pas le laisser là parce que dans 2 mois, ça va être changé. Donc il y a tout ça qui intervient. Donc la priorité pour nous, c'est, en sachant les sculptures qu'on doit mettre, où elle sera la mieux vue. Alors il y a certaines sculptures particulièrement emblématiques, je pense à celle qui représente la catastrophe dite de Courrières. Mm-hmm. Oui, c'est une catastrophe dite de Courrières, mais qui est arrivée à Fouquières. Donc j'avais été contacté pour faire un projet pour... c'était le 100e anniversaire, je crois, de la catastrophe de Courrières. Donc j'ai présenté une sculpture en acier inoxydable qui a été acceptée, qui fait 5 mètres de haut, qui est placée justement où est sorti le dernier survivant de la catastrophe. Et la sculpture qui est exposée là était la maquette, mais en fait la maquette fait déjà 2,20 mètres. Est-ce qu'il y a des statues en matériaux plus nobles que d'autres ? Non. La noblesse du matériau ne rentre pas dans mon concept. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce que j'aime le plus, c'est l'acier noir qui s'oxyde. Et selon, entre guillemets, la noblesse des matériaux, c'est le matériau le plus bas. On va dire que le bronze en métal, c'est la plus haute noblesse, et l'inox vient ensuite. Après, c'est le cuivre, le corten. Voilà, il y a tout un dégradé, mais en fait, ça a à voir avec le prix des matériaux quand on parle de la noblesse des matériaux. Mais moi, le matériau que je suis le plus près dans le métal, c'est l'acier noir. Et le corten, parce que c'est deux métaux qui montrent le passage du temps. Tandis que le bronze ne s'altère pas et l'inox non plus. Tandis que l'acier noir bouge avec le temps, la couleur change, la texture change. Et c'est ce que j'aime bien. Donc pour le public, une grande partie du public vous découvre par rapport à ces œuvres monumentales, mais votre travail d'artiste va bien au-delà. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les différentes facettes de votre univers ? Bon, maintenant j'ai 2 ateliers. J'ai un atelier où je fais des grandes sculptures et un atelier où je fais des choses plus petites. C'est-à-dire un atelier où je fais des toiles, où je dessine, c'est-à-dire je fais de la peinture, je dessine, je fais des vitraux, je fais des portraits, ça veut dire du modelage, les gens viennent poser, je réalise le portrait en terre, puis après je le fais soit en plâtre, soit en bronze, soit en marbre. Je fais des petites maquettes que j'emmène avec moi lorsque je suis invité dans des symposiums à l'étranger. Donc ça touche beaucoup de choses, quoi. Ce qu'il y a de bien avec la sculpture, c'est que je ne peux pas m'ennuyer et je ne peux jamais arriver au bout puisque c'est toujours nouveau. Chaque chose que je fais, je n'ai pas besoin de le refaire. Et comme je touche à beaucoup de matériaux différents, même en sculpture, je touche la fibre de verre, la terre cuite, le bronze, c'est presque infini tout ce qu'on peut faire. Je prends le carton, donc je ne peux pas m'ennuyer, ce qui est très important pour moi, parce qu'avant je voyageais, parce que sinon je m'ennuyais très vite sur place. C'est-à-dire que là je peux rester sur place, je ne m'ennuie pas, puisque j'ai la sculpture.
Est-ce qu'il y a des correspondances entre votre œuvre monumentale et les peintures que vous faites? Est-ce que les différents supports vous amènent à travailler différemment ou à vous projeter différemment dans vos œuvres? C'est-à-dire que ce que je me suis aperçu, c'est que je travaille par série. Ça veut dire si je peins pendant 3 mois, après je vais faire de la sculpture. Je ne sais pas si je vais faire de la grande sculpture, c'est-à-dire de la sculpture monumentale, ou de la sculpture plus petite, ou si je vais passer au dessin. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est tout mon temps passé à peindre, c'est un bagage que j'ai avec moi quand je vais réattaquer, par exemple, la sculpture monumentale. Ce bagage-là est avec moi. Ça veut dire ce que j'aurais découvert en peinture, je vais le remettre inconsciemment, comme je parlais au début, dans les autres médiums que je vais approcher. Donc, automatiquement, l'un se retrouve dans l'autre, et ce que j'aurais fait, donc c'est un cercle sans fin, puisque ce que j'aurais fait dans la sculpture, je le ramènerai après dans le dessin, et dans le dessin, je le ramènerai dans la peinture, et dans la peinture, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais je ne cherche pas à refaire des formes que j'ai fait en peinture, que de les refaire en sculpture. C'est deux moyens d'expression différents. On l'a bien compris, vous êtes attaché à votre lieu de création, à votre base stratégique, mais vous aimez aussi aller à l'étranger, peut-être confronter vos œuvres, vos idées à celles d'autres artistes, et peut-être découvrir d'une manière générale le monde. Oui. Ce que j'aime pas dans le mot confronter, c'est que ça a l'air comme si c'était une agression. Quoi. Non, j'aime aller voir ce que font les autres, et les autres aussi, ils aiment bien voir. Parce que tous les sculpteurs que je connais, j'allais pas dire dans le monde entier, mais dans une bonne trentaine de pays, on travaille tous dans notre atelier tout seul. Et lors d'un symposium, on réalise des sculptures devant d'autres sculpteurs et devant un public. Donc, pour nous, c'est la première fois qu'on peut échanger. Et comme c'est de la sculpture monumentale, on est obligé de s'entraider. Et comme on a toujours des problèmes techniques à résoudre, et on a toujours un copain qui vient, il dit « tu vois, moi j'avais ce problème-là sur une de mes sculptures, je l'ai résolu comme ça », puis le Chinois vient, il dit « moi je l'ai résolu comme ça », le Guatémaltèque vient, il dit ça, puis voilà, on discute, sans parler de l'esthétique de la sculpture, simplement comment la réaliser le plus facilement possible avec les moyens qu'on a. Dans la région, il y a un grand lieu dédié au verre et aux artistes qui créent à partir de cette matière, de ces matériaux. Et ce lieu sert de résidence à des artistes du monde entier. Est-ce qu'en sculpture, on a un équivalent en région? Sinon, où vous pensez qu'un tel lieu pourrait être réalisé? Je pense qu'un tel lieu pourrait être réalisé, mais à ma connaissance, il n'y a pas de lieu comme ça, ni en France, où il y a un lieu comme ça. C'est-à-dire un lieu... Je ne vais pas parler des résidences d'artistes. Les résidences d'artistes sont très limitées. C'est une personne qui vient, après elle réalise quelque chose, plus ou moins avec la population. Mais je veux dire, où il y a un échange entre des artistes qui font que ça, qui ont dédié leur vie à ça. Ça ne veut pas dire que ils gagnent leur vie avec ça, mais c'est leur intérêt principal et ils ne pensent qu'à ça le jour et la nuit. Donc ça serait bien d'avoir un lieu comme ça, mais c'est les lieux, dans ces lieux-là, moi, c'est ce que je retrouve à l'étranger. Donc je suis allé en Russie, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Inde, enfin partout dans ces lieux-là, on nous réunit. Et là, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on va vivre ensemble pendant un mois, presque 24 heures sur 24. Donc, à l'image de Sarpoterie, le lieu dont je vous parlais concernant le verre, on pourrait imaginer un jour qu'à Lens, il y ait un lieu de rencontre, un chantier permanent, on va dire, qui accueille des artistes extérieurs. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Parce que ça serait vraiment en complément de tout ce qui se fait en ce moment. Et ça serait vraiment, surtout avec le Louvre-Lens, donc ça donne déjà une renommée. Je m'en suis rendu compte, en début de cette année, j'ai été dans un symposium à Toluca, qui est une ville de 2 millions d'habitants, et qui est la capitale de l'État de Mexico.
Et tout le monde connaît le Louvre-Lens maintenant. Alors ils ne savent pas encore que Lens, c'est une ville, mais le mot Louvre-Lens, ils connaissent. Alors qu'avant, il fallait dire Lens pour l'équipe de foot. Là, on dit le Louvre-Lens, là, ils connaissent. Bien, merci Vincent pour toutes ces perspectives. Donc, on rappelle que l'exposition, les installations qui sont présentes à Lens vont encore résister au temps en centre-ville et que par la suite, vous prévoyez également d'autres présentations d'œuvres personnelles. C'est-à-dire que dans le cadre de l'exposition Minator, il va y avoir une vingtaine de peintures qui vont être exposées du 14 janvier au 14 février. 2014. Il y aura 2 ou 3 portraits de mineurs, ça veut dire des gens qui sont venus poser dans mon atelier. Donc ce sera des portraits en plate, grandeur nature, et 1 ou 2 sculptures en métal. Ça veut dire ce qui viendra compléter l'exposition Minator. Merci Vincent, très bonne journée. Merci à vous.